Ce que je veux avouer, c'est que le titre de cette conférence est « Comment l'islam a sauvé la civilisation occidentale ». J'ai introduit une contradiction dans ce titre, et je vais vous montrer pourquoi plus tard, volontairement, parce que j'aime faire les choses ainsi. C'est ma nature. Je veux juste que vous sachiez que j'en suis conscient. Les Perses et les Grecs se sont livrés à une épopée de guerres incessantes. Finalement, les Perses, lassés des Grecs, cessèrent de les combattre. Puis, soudainement, Alexandre le Grand les vainquit. Un événement incroyable. Ensuite, cette civilisation grecque commença à se désagréger et fut remplacée par la civilisation romaine. Les Romains étaient de formidables conquérants. Ils ont pris la phalange grecque, l'ont modernisée et l'ont transformée en légion romaine. Finalement, les Perses se remirent de l'invasion grecque. Un nouveau conflit éclata alors. Une guerre acharnée entre les Perses et les Romains. Ils s'affrontèrent dans des batailles brutales et sanglantes. Puis, un événement extraordinaire se produisit. L'apparition d'une nouvelle religion, l'islam. Le prophète Mohammed mourut en 632. Cette année-là, son successeur, le calife, le premier dirigeant après lui, ordonna la conquête et l'unification de la péninsule arabique. Pour la première fois dans l'histoire, la péninsule était gouvernée par un seul État. En 633, Abou Bakr lança simultanément deux armées, l'une contre l'Empire perse et l'autre contre l'Empire romain. Les Arabes étaient peu nombreux, sous-équipés technologiquement. Leur victoire semblait impossible. Pourtant, en quelques décennies seulement, ils réussirent à anéantir complètement l'Empire perse, qui existait depuis 1200 ans. Pouvez-vous imaginer une civilisation vieille de 1200 ans disparaître soudainement? C'est inconcevable. Les Arabes contraignirent aussi les Romains à plier le genou. Ils ne les anéantirent pas, mais entre 633, date du début des conquêtes, et 711, moment de la conquête de l'Espagne, ils bâtirent un empire s'étendant du Pakistan jusqu'à l'Espagne et à l'Asie centrale. Ils formèrent le plus vaste empire de l'histoire de l'humanité en seulement quelques décennies. À cette époque, 60% de la population chrétienne mondiale vivait sous leur domination. Pourtant, les musulmans eux-mêmes ne représentaient que 2% de la population de l'empire. Cet empire regroupait des bouddhistes, des hindous, et même quelques païens et zoroastriens. Les Arabes étaient des conquérants particuliers. Ils ne forçaient pas les populations à se convertir à l'islam par l'épée. Ils ne commettaient pas de génocide contre des peuples entiers, et ils n'asservissaient pas un tiers de la Gaule. D'ailleurs, ils combattirent en France, sachez-le. En 725, si ma mémoire est bonne, peut-être est-ce une erreur, eut lieu la bataille de Tours, également appelée bataille de Poitiers, contre Charles Martel. Les Francs remportèrent la victoire, mais lors de leur retraite, les Arabes s'emparèrent de la ville de Narbonne et continuèrent à contrôler une partie de la France pendant plusieurs siècles. Ces Arabes étaient en réalité humbles. Ainsi, lorsqu'ils conquirent la Perse, ils s'adressèrent aux Perses et dirent « Écoutez, nous ne savons pas comment gérer un empire. C'est au-delà de nos capacités. Nous n'avons jamais fait cela auparavant. Nous venons à peine de commencer à nous gouverner nous-mêmes. Nous ne savons pas quoi faire ici. Vous, en revanche, vous êtes excellents dans ce domaine. Ce que nous voulons, c'est que vous continuiez à administrer l'empire. » Ils ne savaient même pas comment frapper leur propre monnaie. Les premières pièces arabes montrent 3 hommes debout côte à côte, tenant une croix d'une main et un globe surmonté d'une croix de l'autre. Il y avait des croix dans leurs 2 mains, car ils s'étaient simplement inspirés du monnayage romain et avaient commencé à l'imiter. D'ailleurs, le mot flou, qui signifie argent, vient du terme folie, une des monnaies romaines qu'ils copiaient à l'époque. Lorsque les Arabes entrèrent à Gundishapur après sa conquête, ils furent intrigués et demandèrent aux Perses « Qu'est-ce que c'est ? C'est une académie. Génial, et ça, c'est un dépôt de toutes les connaissances du monde que nous avons accumulées. Montrez-nous. Avons-nous vraiment le choix? Allez-y. » Les Arabes leur répondirent alors « Enseignez-nous. Avons-nous vraiment le choix? » « D'accord, nous allons le faire. » Cela prit du temps, bien sûr. Ce ne fut pas instantané. Mais au 8e siècle, Al-Kindi commença à traduire ses textes du grec vers l'arabe. Ce fut une avancée colossale, car cela signifiait qu'une plus grande partie de la population pouvait désormais y avoir accès. Un homme du nom d'Al-Khwarizmi, un persan musulman vivant dans l'Empire arabe, décida de se concentrer profondément sur les mathématiques hindoues. C'est lui qui inventa l'algèbre et développa le système des chiffres arabes. Donc, la prochaine fois que vous étudierez les mathématiques,
Souvenez-vous de remercier Al-Khwarizmi, car sans lui, vous seriez encore en train d'utiliser l'abac et les chiffres romains qui sont tout simplement un cauchemar. Essayez donc. Prenez des nombres en chiffres romains, mettez un signe moins en dessous et tentez de faire une soustraction. Vous allez vous arracher les cheveux. Oubliez la multiplication et la division, c'était impossible. Al-Khwarizmi créa un système mathématique révolutionnaire, au point qu'il posa les bases des algorithmes. D'ailleurs, le mot algorithme est en fait une déformation latine de son nom, Al-Khwarizmi, algorithme. Jusqu'à l'arrivée d'Ibn Sina, Avicenne, la médecine était encore primitive. On croyait que les maladies dépendaient de facteurs absurdes. As-tu mangé du poisson avec du lait? Une chatte noire est-elle passée devant toi? Jupiter est-il aligné avec Saturne? Si c'était le cas, alors selon les croyances de l'époque, on pensait que la maladie allait te faire saigner des yeux et provoquer des troubles intestinaux incontrôlables. Ibn Sina arriva et déclara « Tout cela est absurde. De quoi parlez-vous? Il n'existe pas une seule et unique maladie, mais des maladies. Elles sont toutes différentes et ont chacune leur propre mode de transmission. » Il expliqua que certaines maladies se propagent par les éternuements, d'autres par le contact avec des matières fécales, certaines par le sang, d'autres par les insectes, et d'autres encore par les rats. En d'autres termes, nous devons nous concentrer sur les modes de transmission. Dans son livre Le canon de la médecine, il posa les bases de cette réflexion. Cet ouvrage rassemblait des centaines de traitements, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui en Europe et au Moyen-Orient. D'ailleurs, ce livre resta une référence obligatoire dans les facultés de médecine pendant des siècles. Mais ce n'est pas cela qui est le plus fascinant à son sujet. Voici ce qu'il disait. Tu sais ce qui est encore mieux que tous ces traitements que j'ai répertoriés? La prévention. Ton objectif doit être de ne jamais tomber malade. Éviter la maladie est bien préférable à tomber malade. Risquer la mort, puis guérir tout en gérant les séquelles de la maladie plus tard. C'est pourquoi Ibn Sina est considéré comme le père de la médecine moderne. C'est lui qui affirma que la clé était de couper les chaînes de transmission des maladies. Or, quand on m'a enseigné cela à l'école, on m'a dit que c'était un médecin hongrois, Ignaz Semmelweis, qui avait découvert ce principe. Oui, c'est vrai. Mais il l'a redécouvert 800 ans après Ibn Sina. Ibn Sina avait un contemporain nommé Ibn al-Haytham. Ainsi, Ibn al-Haytham était déjà présent depuis le début. En 1021, il écrivait son livre, le livre d'optique. On pense qu'Ibn al-Haytham a écrit environ 120 livres, dont nous en possédons 30, ce qui signifie qu'il nous en manque 90. La plupart de ceux que nous avons traitent des mathématiques. C'était un génie des mathématiques. Il a commencé à travailler sur le calcul infinitésimal avant tout le monde. Donc non, désolé, ce n'était pas Leibniz ou Newton, mais Ibn al-Haytham qui a posé les bases. C'est lui qui a inventé la méthode scientifique. Il avait une approche en 6 étapes pour la méthode scientifique. C'est aussi l'homme qui a découvert la lentille. Chaque jour je me lève, je dis merci et je les porte. Il a réinventé la chambre noire. Lao Tse aurait inventé la première camera obscura, mais ses écrits ont été largement détruits, et il n'en reste que peu de traces. Ibn al-Haytham l'a redécouverte au cours de cette période. En réalité, bien avant cette période, aux alentours de l'an 800, les Arabes ont inventé l'agriculture moderne. Comment? En supprimant le statut de simple paysan héréditaire lors de la conquête des empires perses et romains, et en instaurant la propriété privée. L'idée était que les paysans devenus propriétaires auraient un intérêt à expérimenter de nouvelles méthodes agricoles, au lieu de simplement reproduire les mêmes pratiques génération après génération. Autrement dit, l'incitation au profit pouvait mener à des avancées. L'une des choses qu'ils ont découvertes était la rotation des cultures. Ils ont compris qu'il ne fallait pas planter la même récolte encore et encore, car cela pouvait attirer des ravageurs et affaiblir les sols. Avoir une diversité de cultures était essentiel pour la sécurité alimentaire. Une autre chose qu'ils ont faite, ils cherchaient de nouvelles plantes à cultiver. C'est ainsi qu'ils ont lancé l'industrie du café. Ils ont trouvé ces grains en Éthiopie, ont compris qu'ils pouvaient en faire quelque chose, les ont emmenés au Yémen, dans une province appelée Mocha, et y ont commencé la culture du café. Ils ont aussi compris qu'on pouvait transporter de la nourriture fraîche par bateau sur de longues distances. Il suffisait de la conserver sur de la glace. Ainsi, ils envoyaient des aliments frais jusqu'en Chine et en Inde en chargeant leurs navires de glace. Ils avaient également un système de plomberie avancé.
L'eau douce était pompée dans les habitations tandis que les eaux usées étaient évacuées. Ils ont inventé les roues hydrauliques pour faire fonctionner les pompes grâce à la force des rivières. Si vous aviez marché dans les rues de Bagdad il y a 1000 ans, vous auriez vu des lampes à huile éclairant les ruelles la nuit. Si vous aviez mis un satellite en orbite il y a 1000 ans pour observer la Terre de nuit, vous auriez vu une obscurité totale, sauf entre l'Irak et le Pakistan, où les villes brillaient, comme aujourd'hui. Ibn al-Haytham a également émis l'hypothèse que tous les objets de l'univers possèdent une force de gravité. Comment l'a-t-il remarqué? Il a compris que la Terre exerce une attraction sur nous, mais il s'est demandé comment un mur pouvait nous attirer. Il a aussi affirmé que la lumière a une vitesse limitée et se propage sous forme d'onde. Son livre d'optique a été écrit en 1021, soit 11 siècles avant aujourd'hui. Pourtant, on nous dit que le Moyen-Âge, une période de 1000 ans d'obscurantisme, a commencé avec la chute de Rome en 476 et s'est terminé en 1492. 1000 ans sans science, vraiment? Mais je viens de vous montrer qu'il y a eu des avancées incroyables, y compris en mathématiques, 600 ans avant Newton. Ibn al-Haytham a énoncé la première loi du mouvement de Newton, 600 ans avant Newton. Il a aussi décrit la première loi de Kepler sur le mouvement des planètes, 500 ans avant Kepler. Autrement dit, tout est connecté. Autre chose, mon frère, lorsque les Arabes ont traduit les livres d'Aristote, ils ont conservé ce savoir. Mais plus tard, lorsque les Espagnols ont reconquis l'Espagne, ils ont trouvé des bibliothèques remplies de manuscrits arabes. Les papes ordonnèrent de brûler tous les livres. Les moines chargés de cette mission étaient des bénédictins et des dominicains, mais ils n'ont pas obéi. Ce qu'ils ont fait, c'est construire des bibliothèques secrètes sous leur monastère. Lorsqu'ils devaient brûler une bibliothèque musulmane, ils envoyaient un érudit lire les titres des livres. Si le livre était connu et jugé important, il faisait un signe. Et au lieu de le jeter dans le feu, il était discrètement placé dans une charrette avec un compartiment secret et transporté vers une bibliothèque cachée. Ensuite, ils brûlaient quelques livres en place publique pour montrer qu'ils avaient bien suivi l'ordre. Grâce à cela, les moines ont secrètement traduit ces œuvres en latin et en grec ancien. Sans eux, tout ce savoir aurait été perdu. Mais les Italiens ont fini par dire « Vous savez quoi? Nous avons perdu la science, les maths, la philosophie. Pourquoi ne pas recommencer ?» C'est ainsi qu'aux alentours de 1300, ils ont lancé la Renaissance. Les croisades ont pris fin en 1291, et lorsque les croisés sont rentrés, ils ont découvert que les musulmans et les juifs avaient été la plomberie dans leurs maisons, pratiquaient la rotation des cultures, parlaient de gravité, de la vitesse de la lumière, et même d'un univers ayant eu un début. Les Italiens se sont dit « Waouh, c'est incroyable, faisons pareil ici. » C'est dingue, non? Prenons un exemple moderne. Au Texas, les lois du divorce sont basées sur la propriété commune des biens. Cette idée vient du Mexique qui l'a hérité de l'Espagne, qui elle-même l'a hérité des Arabes lorsqu'ils gouvernaient Al-Andalus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les hommes divorçaient pour épouser des femmes plus jeunes et laissaient leurs ex-épouses sans ressources, avec des enfants à charge. Les Arabes ont donc mis en place une loi sur le partage des biens, garantissant que les épouses divorcées reçoivent la moitié des biens acquis pendant le mariage. Aujourd'hui, certains conservateurs disent « J'ai peur de la charia », alors que ce système juridique est déjà là, intégré à nos lois modernes. Nous sommes tous connectés, qu'on le veuille ou non. Même nos langues sont liées. Amiral vient de l'arabe. Zénith, nadir, algèbre viennent de l'arabe. Zéro vient de l'arabe. Abricot vient de l'arabe. On ne peut pas séparer ces influences. Tout est lié.